Merci effectivement à vous pour être là ce soir avec la pluie, étant donné qu'on est au printemps, et ici que le printemps a commencé, on le voit très très bien, que les roses se sont épanouies, que tout le vert, enfin à Bruxelles le printemps n'est pas le printemps, voilà, c'est ça que vous pouvez dire, mais c'est un beau pays malgré tout, et belle ville également. Merci d'être là, et merci à Kim pour avoir organisé cette rencontre dans le cadre des manifestations que Rise for the Climate et nous, comme Agroart des habitants de la Terre, on a lancé aujourd'hui un soutien à Vivaqua, non pas un soutien de Vivaqua pour faire éventuellement ce qu'elle fait, mais parce que Vivaqua est en train de vivre une situation qui ne sera pas résolue sans effectivement la participation réelle des citoyens. Je vais expliquer un tout petit peu cette thèse que je vous ai maintenant exposée, que Vivaqua, en tant qu'entreprise en général publique, mais à capitaux publics, mais avec finalement modalité d'action privée, se trouve confronté avec un gros problème de financement dans le long terme et risque de devoir même faire faillite si effectivement les logiques de financement des activités liées au bien commun comme l'eau, la santé, l'éducation, c'est parce que ce n'est pas seulement l'eau qui est aujourd'hui source de problèmes pour savoir comment on vit ensemble, mais c'est son ensemble des biens communs desquels dépend notre vie qui est en question, et à travers l'eau, le prisme de l'eau, on arrive à comprendre la vraie nature des problèmes dans lesquels nous sommes plongés. Et merci donc à Kim pour avoir organisé cette journée. Ce matin, il y a eu une manifestation en faveur de Vivaqua avec aussi toute une série d'artistes, parce que c'est très important de se rendre compte qu'aujourd'hui, l'expression politique n'est pas seulement la militance citoyenne, mais l'expression politique se peut manifester avec efficacité à travers la créativité artistique. Et les artistes, effectivement, occupent de plus en plus, de nouveau, un rôle important dans les transformations sociétales, et l'eau a été un des domaines dans lesquels les artistes partout par le monde ont été finalement et sont pour l'instant impliqués. Pourquoi les thèmes se justifient, c'est-à-dire pourquoi on parlait du financement, pourquoi s'interroger sur le financement de l'eau, et la question est simple, même si politiquement difficile, il sera très difficile de résoudre le problème qu'on peut-être on sera capable de bien définir. C'est qu'on peut s'interroger d'ici 20 ans, parce que ces changements ont besoin d'horizons temporels assez longs, ça ne change pas la vie en 3 à 5 ans. Est-ce que d'ici 20 ans, est-ce que les classes dirigeantes de la planète seront-elles en mesure et capables de faire revenir dans la sphère de la res publica, de vivre ensemble, des conditions des droits, des conditions de biens communs, de faire revenir dans ce domaine les activités qui financent la protection, la sauvegarde des droits, qui sont liés évidemment à la protection, la sauvegarde aux soins des biens communs, non seulement naturels, mais aussi artificiels, essentiels pour la vie. Parce que, comme vous savez, depuis 40 ans, on a procédé au transfert de financement et de responsabilités du domaine public au domaine privé. Et nous avons quitté le domaine de la res publica, on a quitté le domaine de la culture de vivre ensemble par rapport effectivement à ce qui sont les biens essentiels pour la vie, pour devenir dépendant des mécanismes, non pas des biens communs, mais des mécanismes des contratations et des contrats marchands entre des producteurs et des utilisateurs, consommateurs, clients. Et le problème est là. Et selon vous, par exemple, est-ce que l'éducation va rester
encore de nouveau dans la logique, finalement, de la marchandisation, ou bien les prochaines générations se trouveront face à une société qui dit l'éducation, la connaissance, essentielle pour la vie, la connaissance, la mathématique, les connaissances non seulement pas scientifiques, mais les connaissances du vivre ensemble, l'histoire. Est-ce que c'est du domaine public? C'est de la responsabilité collective? Ou c'est des entreprises capables de faire de l'argent en innovant en termes de domaine, d'intérêt, méthodologie, d'apprentissage, etc. Avec l'intelligence artificielle, par exemple, le risque est grand qu'on ne reviendra pas au domaine public. Voilà, alors j'aimerais bien maintenant commencer à essayer de donner des éléments d'analyse pour comprendre pourquoi il y a ce problème. La première observation pour comprendre l'urgence et la nécessité des questions du financement, c'est que jamais dans nos sociétés on a eu des périodes où l'argent n'était l'élément moteur. Ça a été uniquement à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, quand la première fois qu'à cause des villes, on a dû industrialiser les activités humaines et on a commencé à développer des infrastructures, de grosses infrastructures, par exemple pour faire des aqueducs, de grosses infrastructures pour faire des hôpitaux, de grosses infrastructures pour faire les écoles, etc. C'est à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle que l'argent n'a pas été l'élément dominant, était un instrument dominant, mais n'était pas l'élément qui commandait. À l'époque, on pouvait dire qu'on commençait à dire oui, l'argent est bon comme serviteur, mais pas bon comme patron, comme maître. C'est pourquoi? Parce qu'au XIXe siècle, moitié du XIXe siècle, il y a eu cette grande phase d'industrialisation, d'urbanisation, de vivre ensemble, comportant de gros investissements dans les infrastructures. Et c'était l'argent public. Dans la plupart des pays d'Europe, même en Grande-Bretagne, c'était le public qui avait commencé à être le responsable du financement des infrastructures et donc de définition des services. Tellement que les services étaient considérés une utilité publique. Ce n'était pas une utilité privée. Même si avant 1820, 1930, les services étaient plutôt d'utilité privée, c'est-à-dire corporatiste, des nobles, des riches, des églises, etc. Mais c'est à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle que la Res Publica a repris force dans ce processus d'industrialisation. Et c'est intéressant qu'à cette époque-là, les batailles pour les droits humains, les droits humains à la vie, l'universalité du concept du droit, parce que tous on est égaux. Rappelez-vous la déclaration de la Révolution française, tous les mondes, tous les êtres humains naissent et sont égaux, etc., a trouvé 60 ans après, 80 ans après, une maturation dans la vie quotidienne des gens à travers la prise de conscience des droits. Et à l'époque, on commençait à avoir bien une conscience du lien indissociable entre biens communs, les routes, les hôpitaux, les écoles, les aqueducs, les chemins de fer, etc., et les droits. C'est-à-dire qu'il y a cette indissociabilité d'origine entre le fait de reconnaître les droits universels et le fait de reconnaître que les biens communs qui sont essentiels pour la vie et pour les droits doivent être de responsabilité du domaine public. Et ça, c'est important de se rappeler que ce lien est fondamental dans l'histoire des sociétés humaines, qui prennent des formes différentes d'après les continents. Eh bien, ces dernières années, depuis une cinquantaine d'années, on a fait sauter cette indissociabilité entre les droits et les biens communs. Parce que dans les deux éléments de l'équation, les droits universels et les biens communs ont été complètement modifiés.
pour situer historiquement, pour que vous placiez un peu, disons, on peut dire que ce processus de dissociation structurelle entre les droits universels et les biens communs a commencé à partir des années 60, s'est bien affirmé dans les années 70, a explosé dans les années 80. Et nous sommes depuis 40 ans dans la phase de maturation, généralisation de cette dissociation. Le droit. Le droit universel signifiait que parce que tu existes, la collectivité te connaissant comme existant, t'attribue également un droit qui devient un devoir pour la société, de dire c'est à la collectivité de te permettre d'avoir accès à l'eau potable. Ce n'est pas à toi personnellement, ni à toi groupe, ni à toi paysan, ni à toi urbain, qui revient la responsabilité de que chacun puisse avoir accès à l'eau parce que source de vie. Non, c'est la collectivité. Et c'est une obligation. Ce n'est pas une chose qu'une société accepte de faire. Toute société, en principe, est obligée de garantir l'accès à un bien fondamental pour la vie en tant que droit. Pas en tant que tu as besoin nécessairement, mais même en tant que droit comme dans l'imaginaire. Que l'eau soit considérée source de vie est partie de l'imaginaire, ce n'est pas seulement biochimique, c'est dans l'imaginaire. Avoir le transport, la mobilité, c'est dans l'imaginaire. Et c'est ça la force des droits, parce qu'ils sont dans l'imaginaire, ce n'est pas dans le pragmatisme empirique. Hein. Et alors, ce droit universel a cessé, à partir des années 70, d'être reconnu. Et on est arrivé petit à petit dans une situation où le droit qui est l'accès à l'eau potable dans la quantité et qualité nécessaire, indispensable pour la vie, disons, selon la FAO, l'UNICEF, tant d'autres organisations internationales, 15 à 20 litres d'eau par jour, par personne, dans les pays peu développés ou appauvris, moi je les appelle, et 50 à 60 litres par jour par personne pour les pays enrichis ou développés. Ça, c'est les droits. On devrait avoir, nous, disons 50 litres par jour, par personne, c'est le minimum considéré vital, d'où le droit. Eh bien, qu'est-ce qu'il est devenu? Nos sociétés ont abandonné la notion de droit. On l'a même changé. On a dit qu'ils considèrent droit à l'eau l'accès à l'eau sur des bases équitables. Or, comme vous pouvez et comme vous le savez, l'équité n'est pas la justice. Elle fait partie du domaine des relations, disons, amicales entre les personnes, mais ce n'est pas la justice, l'équité. Parce que l'équité admet les différences. Parce qu'il y a raison, parce que tu as davantage besoin, parce que tu es riche, parce que tu es, etc., etc. L'accès à l'eau devient inégal, même s'il est équitable du fait que toi, tu l'es, même moins que l'autre, etc., etc. Et ça, c'est fondamental, et à prix abordable. Alors, si vous regardez les grandes activités, programmes d'activités de l'ONU, qui sont, si vous vous rappelez, des années 2000-2015, l'agenda 2015, qui est les objectifs du développement du millénaire. Vous vous rappelez tout ça, l'ONU, et 2015-2030, que l'on appelle l'agenda 2030, qui sont les objectifs du développement durable, eh bien, tous les articles qui concernent les biens communs, en particulier l'eau, ils disent cela. Ils disent, nous engageons la communauté internationale à garantir l'accès à l'eau sur base équitable à prix abordable. Et qu'est-ce que ça veut dire, prix abordable? Prix abordable ne signifie pas simplement la disponibilité financière, la solvabilité financière de l'utilisateur des clients. Signifie que le prix doit être tel pour permettre un niveau de rendement financier sur le capital investi. C'est pour cela qu'il est abordable. Parce que sinon, le privé
ne va pas intervenir à produire un service, dans ces cas, qui ne soit pas rentable. Du point de vue de l'offre, la non-rentabilité signifie non-abordabilité. Même si après le client, lui, il pourrait payer un prix bas. Et c'est pour cela que vous pouvez, si vous voulez le dire, vous pouvez affirmer que nos sociétés ne reconnaissent plus les droits. Formellement, nos sociétés ne reconnaissent plus les droits universels à l'homme. Même s'il est inscrit déjà dans des constitutions, même s'il est déjà inscrit dans certaines lois, c'est une dizaine de pays dans le monde qui ont inscrit ça dans la constitution ou dans des lois nationales, mais il n'est plus un droit. C'est une autre manière, c'est-à-dire, c'est un élément de contrat marchand entre un producteur-distributeur de l'eau, Viva quoi, qui te donne l'eau à condition que tu payes. Et donc, ça dépend de ce cas spécifique de la solvabilité de l'acquéreur. Et si l'acquéreur ne veut pas payer, eh bien, tu n'as pas accès à l'eau. Alors, certains pays ont introduit la notion de tarification sociale, sur laquelle je reviendrai à la fin de mon introduction parmi les propositions. Le bien commun, lui, de son côté, aussi était modifié. Le bien commun partait du principe qu'un service ou un bien n'est pas appropriable à titre privé. Sinon, il n'est pas un commun. Parce que commun, cum munis, vient du latin cum munis. Cum signifie avec, munis signifie instrument, munition, les munitions. Mais commun signifie avoir ensemble des munitions. Alors, si le bien commun n'est plus l'élément cum des munitions, c'est-à-dire pour vivre ensemble, ben vous le savez très bien. Le principe fondamental de nos sociétés est de dire qu'un bien commun peut être géré par des sujets privés. Il ne faut pas que ce soit des sujets publics qui nécessairement doivent gérer les biens communs. Ça, c'est la philosophie dominante. Tout au plus, nos sociétés, dans l'imaginaire de nos sociétés, on a fait affirmer la fonction, dans l'imaginaire, que le commun est quelque chose qu'on fait en commun. Donc, par exemple, un four collectif d'un petit campus résidentiel, où il y a 10 familles qui ont un four commun, ben ça, c'est un bien commun. Alors, pourquoi? Parce qu'il est en commun. Après, chacun peut faire ce qu'il veut, peut respecter certaines règles ou pas, mais enfin, le bien commun aussi n'existe plus. C'est-à-dire que le bien commun, il fait partie des processus d'appropriation à titre privé d'un élément qu'on considère intéressant, utile, etc. C'est pour cela que depuis longtemps, la communalité des biens a été rejetée par le simple fait qu'on a rejeté dans l'imaginaire l'idée de la gratuité. Tout le monde rigole si on dit que l'eau serait gratuite. Tout le monde rigole si on dit l'éducation est gratuite. Tout le monde rigolerait aujourd'hui pour dire si la santé est gratuite. Allez vous faire soigner 2 nuits d'hôpital est gratuit. On vous rembourse peut-être. Mais les gens diraient que, mais comment veux-tu? Et puis ils diraient, ah mais c'est pas possible, l'argument dans l'eau a été de dire, c'est pas possible de faire la gratuité de l'eau, parce qu'après les gens en abusent, et il faut des gaspillages, parce que quelque chose qui ne vaut pas de l'argent, les gens n'en prennent pas soin. Et au contraire, ceux qui ont développé, disent, mais non, l'eau est fondamentale pour les activités économiques. Et l'eau a une valeur par le prix. La valeur de l'eau n'est pas l'eau. La valeur de l'eau est le prix abordable dans le cas où on élimine même les droits. Et donc ces deux éléments-là, les droits et le bien commun, finalement ont été sapés à la base et finalement ils ne font pas partie institutionnelle des processus constitutionnels de vivre ensemble.
Et c'est ainsi qu'on a privatisé, marchandisé, etc., tout ce que vous connaissez. Il y a eu un problème également, un troisième élément qui a été fondamentalement changé dans nos sociétés, c'est la notion même de service. Service, bon, c'est comme toute définition polyédrique et multidimensionnelle, non, mais dans les cas que nous traitons en ce moment, service, c'est l'ensemble des activités nécessaires pour qu'on puisse mettre à disposition et distribuer et rendre accessible un bien fondamental, essentiel pour la vie. Ça, c'est les services, c'est l'ensemble des activités autour de l'eau qui permettent que l'eau, on puisse la capter et puis finalement on puisse la recycler avec un traitement des eaux usées, etc. C'est tout ça. C'est les services qu'on appelle services hydriques. Les services hydriques, donc, étant l'ensemble, par définition, étaient publics. Mais déjà, les Américains avaient changé au XIXe siècle le concept de service public. Ils avaient appelé utilities. Les utilities, les services publics étaient appelés utilities. C'est-à-dire, avaient commencé à dire que les services, c'est quelque chose d'utile. Mais d'utile non seulement socialement, humainement, mais d'utile en relation à la valeur monnaie. Et de ces derniers temps, chez nous, par exemple en Europe, on a inventé que les entreprises qui s'occupent de l'éducation, des transports publics, de l'électricité, de l'énergie, de l'eau, etc., tous ces biens essentiels pour la vie, sont des sociétés multi-utilities.